Abidjan, le 20 janvier 2015. La Côte d'Ivoire a eu chaud pour son entrée en lice dans la CAN 2015. Dans le premier match du groupe D cet après-midi, les éléphants ont quand même réussi à arracher un nul contre la Guinée sur un score de 1 but partout. Les poulains d'Hervé Renard ont joué la dernière demi-heure à 10 après l'expulsion de Gervinho. Avant de s'envoler pour le Maroc aujourd'hui, hier lundi, le président Alassane Ouattara a participé à Cotonou au Bénin aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une large opération de consultation des familles de Côte d'Ivoire a été officiellement lancée hier par le chef du gouvernement, un projet du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les résultats de cette opération devraient aider à enrichir le document de politique nationale de la famille. Et puis à l'étranger de la République démocratique du Congo, au moins 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tués hier à Kinshasa lors de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Plusieurs pillages ont également été commis. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. La Côte d'Ivoire a eu chaud pour son entrée en lice dans la CAN 2015. Dans le premier match du groupe D cet après-midi, les éléphants ont quand même réussi à arracher un nul contre la Guinée sur un score de 1 but partout. Les poulains d'Hervé Renard ont joué la dernière demi-heure à 10 après l'expulsion de Gervinho. Le résumé de la rencontre avec Odalegbe. Le Sili national ne s'est pas livré en victime comme l'espéraient certaines personnes. C'est une équipe bien en place qui s'est permis des allers et retours serrés dans le camp de la Côte d'Ivoire. À part Gervinho, aucun Ivoirien n'est parvenu à percer la défense guinéenne. Assurance qui permet à Yatara Junior d'ouvrir le score sur une erreur de relance de Serge Aurier. 1-0 à la 36e minute en faveur du Sili, qui part tranquille à la pause. En seconde période, le Sili en confiance garde ses positions et gère le temps. Moment que choisit Naby Keïta pour créer un incident qui va être fatal pour Gervinho. À 10, les éléphants se remobilisent et égalisent avec un Boni Wilfried qui sert Doumbia Seydou à la 72e minute. La Côte d'Ivoire garde alors ce rythme de jeu et est plus entreprenante jusqu'au coup de sifflet final. Dans ce groupe D, le Mali et le Cameroun se sont également neutralisés sur un score de 1 but partout ce soir même. Le président Alassane Ouattara est en visite au Maroc. Il est arrivé ce mardi à Marrakech pour une visite officielle de 2 jours dans le pays. Et à la faveur de cette visite, le président de la République aura l'occasion de participer à la signature de plusieurs accords qui vont renforcer la coopération entre les deux pays. Le regard de notre envoyé spécial au Maroc avant cette visite d'État, Jérôme Kofi Abolé. Mardi 20 janvier 2015 va s'ouvrir une nouvelle page de l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cela avec le début de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara à Marrakech. Elle est la première du genre au Maroc depuis que le président Alassane Ouattara préside aux destinées de la Côte d'Ivoire en tant que chef de l'État. Une visite tant attendue, elle se présente comme la réponse à celle que le roi du Maroc Mohamed VI a effectuée en Côte d'Ivoire en 2014 et qui a permis aux deux pays de signer plusieurs accords, tant sur le plan social, politique qu'économique. La preuve est bien là. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient au Maroc à l'occasion de cette visite officielle en compagnie d'une kyrielle de patrons d'entreprise. Avec eux, il sera notamment question de concrétiser de nombreux accords, surtout économiques. Ces visites entre le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, bien qu'elles visent au renforcement des relations bilatérales, constituent un exemple de coopération sud-sud. Avant le Maroc, hier lundi, le président Alassane Ouattara a participé à Cotonou au Bénin aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans la ligne de mire de cette rencontre sous-régionale de haut niveau, l'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. À Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la zone UEMOA ont réaffirmé à Cotonou, au Bénin, leur volonté commune d'améliorer le processus d'intégration par la redynamisation de la mise en œuvre des réformes et l'application des tests communautaires.
Ils se sont également penchés sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO et ses éventuelles répercussions au sein de l'UEMOA. Après l'évaluation du processus d'intégration, les résultats, selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Gilles Bayet, sont encourageants. Au plan économique, la reprise amorcée au sein de l'UEMOA en 2012 et confirmée en 2013 s'est poursuivie en 2014. En effet, l'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité au sein de l'Union. Le produit intérieur brut de l'Union s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité adopté par votre conférence. Le président en exercice de l'UEMOA, Yayi Boni, a relevé que c'est par l'intégration que les populations de l'espace UEMOA vont ressentir les effets de la croissance économique. Les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013, alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Comme en 2013, cette évolution économique dans nos États serait consolidée en 2015 avec un taux de croissance prévisionnel de 7,4%, dû au regain de dynamisme des secteurs agricoles et industriels, ainsi que par les performances dans les bâtiments et travaux publics. Je demeure convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. Pour le président Yayi Boni, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, la stabilité, la paix et la sécurité restent des défis à relever pour approfondir l'intégration sous-régionale. Toujours sur place au Bénin, le chef de l'État ivoirien a remis officiellement un amphithéâtre qui porte son nom à l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou. On retrouve à Ouattara. L'université d'Abomey-Calavi, ce lundi 19 janvier, le président de la République Alassane Ouattara est reçu pour la deuxième fois dans une ambiance de fête et de retrouvailles. Et pour cause, le chef de l'État vient inaugurer l'amphithéâtre qu'il a offert à cette institution lors de son premier passage à l'occasion de la visite d'État qu'il a effectuée au Bénin du 8 au 9 mars 2013. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait alors été élevé au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi pour souligner son exceptionnel parcours professionnel et politique. Ce bloc pédagogique d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA, offert par le président de la République, est la matérialisation de la solidarité entre les pays de l'UEMOA et la preuve qu'aucun développement n'est possible sans ressources humaines de qualité. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher grand frère, vous incarnez l'excellence, la qualité. Vous incarnez la prospérité, la paix et la stabilité. Alors, à l'université d'Abomey-Calavi, vous venez d'exprimer par ce geste ces différents atouts. Ce 21e siècle est celui des nations, comme vous le savez bien,
qui auront su régler ou relever le défi de la qualité des ressources humaines. Et cet amphi symbolise cette ambition. Pourquoi je tenais à vous dire merci, non seulement au nom du Bénin, mais encore au nom de notre espace communautaire, au-delà de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je parle au nom de la CEDEAO, au nom de notre continent. Et je pense que j'ai eu à vous le dire, l'UAC est l'université de la sous-région. Et je pense que les étudiants qui sont là ont appris à vivre en symbiose. Ils ont appris à s'aimer. Ils ont appris l'excellence. Ils ont bien compris. Cet amphi, Alassane Ouattara, symbolise l'excellence, symbolise la joie, symbolise l'amitié des peuples, symbolise l'intégration économique, symbolise la paix, symbolise la stabilité de nos États, la sécurité et symbolise la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Le chef de l'État a pour sa part indiqué que ce don est un acte de coopération sud-sud. Nous sommes heureux d'avoir été invités par le président Yahi Boni pour la réception de cet amphi. Et donc le gouvernement ivoirien et moi-même et le peuple de Côte d'Ivoire sommes très liés au peuple béninois et je suis heureux que nous ayons eu cette opportunité. Voilà, bonne année à tous et bon usage à cet amphi. L'amphithéâtre Alassane Ouattara est un édifice R+2 pouvant accueillir plus de 800 personnes. Une rue de l'université d'Abomey-Calavi a aussi été baptisée du nom du président de la République, Alassane Ouattara. Retour à Abidjan avec cette large opération de consultation des familles de Côte d'Ivoire. Elle a été officiellement lancée hier par le chef du gouvernement. Un projet du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les résultats de cette opération devraient aider à enrichir le document de politique nationale de la famille. Hugues Veblé. La mission assignée à la Commission nationale de la famille est d'accompagner le gouvernement dans la protection, la promotion et la valorisation des familles ivoiriennes. La remise de ce kit par le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan à la première responsable de cette commission donne le top départ de la large consultation à la base des familles de Côte d'Ivoire. Les données recueillies vont permettre de renforcer le document de politique nationale de la famille élaboré pour la commission par son ministère de tutelle. Le gouvernement a donc besoin d'avoir l'avis des familles. Le gouvernement a besoin de savoir ce que pensent les familles, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles attendent. Cela permettra donc d'orienter les décisions du gouvernement et de faire en sorte que ces décisions du gouvernement soient bien vécues, soient bien perçues, bien acceptées et partagées par les populations elles-mêmes. Dans le document final qui sera transmis au gouvernement seront les préoccupations des familles de Côte d'Ivoire. Mais pour que cela soit effectif, il faudra une forte mobilisation autour des différentes équipes déployées sur le terrain. Famille de Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entendu vos préoccupations. C'est pourquoi la Commission nationale de la famille a été mise en place. Il s'agit d'un organe à votre disposition et à votre écoute. Il vous revient de vous l'approprier en participant effectivement aux débats qui seront organisés, en y apportant vos contributions constructives. Les consultations qui ont démarré depuis ce lundi vont se dérouler dans 11 villes chefs-lieux de région et 8 communes du district d'Abidjan. Elles s'achèvent le 8 février prochain. En 2015, le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication va travailler à l'application effective du schéma de consolidation du secteur de la téléphonie mobile établi au cours de l'année 2014. Une démarche qui, à terme, devrait réduire à 4 le nombre d'opérateurs de téléphonie mobile sur 5 opérateurs en service actuellement. Annonce faite hier par le ministre Bruno Nabagné-Koné qui met notamment en cause le non-respect par certains opérateurs privés de leur cahier de charges et même des textes de loi régissant le secteur des télécommunications. Les précisions de Mahamadou Traoré commentées par Noël Niagno.
Avec un taux de pénétration avoisinant les 85% chaque trimestre et plus de 21 millions d'abonnés, on peut le dire, le marché de la téléphonie mobile se porte bien en Côte d'Ivoire. Cependant, de nombreuses irrégularités provenant des opérateurs entravent un meilleur dynamisme de ce secteur. Comment on peut accepter que certains s'acquittent régulièrement des contreparties de leur licence et que d'autres ne le fassent pas? Comment accepter que certains encaissent l'Interco, puisque c'est celui qui émet l'appel qui encaisse l'Interco et ne le reverse pas aux autres opérateurs? Comment accepter que certains opérateurs soient à peine à 10-20% de leurs engagements au titre de leur cahier des charges? En acceptant tout cela, nous ne sommes plus sur un marché égalitaire. Afin de mettre tous les opérateurs sur le même pied d'égalité, un schéma de consolidation du secteur établi en 2014 va être appliqué dans les semaines à venir. Et tous les opérateurs réfractaires sont prévenus. Il faut savoir que dans notre pays, malheureusement, 4 opérateurs qui concentrent 50% du spectre ne couvrent que 5% du marché. Ça pose un problème technique réel auquel nous avons le devoir d'apporter une réponse claire et franche. Donc notre recommandation, elle a déjà été faite à tous. Si un accord n'est pas trouvé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, entre les opérateurs, nous appliquerons. Pas plus tard qu'en 2014, la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, avait infligé des sanctions pécuniaires aux opérateurs mobiles d'un montant de 2,9 milliards de francs CFA pour défaut lié à la qualité du service, montant revu à la baisse en octobre 2014 à hauteur de 1,2 milliard. Voilà qui donne du crédit à cette mise en garde du ministère de la Poste et des TIC. Le gouvernement ivoirien ambitionne de créer une université numérique, un projet qui sera accompagné par l'Agence universitaire de la francophonie. Pour préparer le terrain, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie est en mission à Abidjan. Elle a rencontré ce matin le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le point de Grace Kando. Bientôt, la création d'une université numérique en Côte d'Ivoire. L'ambition est clairement affichée par le gouvernement ivoirien. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie est en mission à Abidjan. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, la création de cette université numérique va relever les défis de l'amélioration de la qualité des offres de formation. L'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, a été bâtie pour 17 000 étudiants. Aujourd'hui, cette université accueille plus de 60 000 étudiants. Les amphithéâtres construits quelquefois pour 300 à 500 étudiants accueillent 2000 étudiants. Tout le monde ne peut pas aller dans l'amphithéâtre. Et dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit de près de 5000 enseignants. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser les TIC pour régler l'ensemble de ces problèmes. L'Agence universitaire de la francophonie se dit prête à accompagner l'université numérique en Côte d'Ivoire. L'Agence universitaire de la francophonie a été pionnière dans la mise en place de campus numériques francophones. Nous avons une expertise dans la création d'espaces numériques ouverts et dans la création de formations ouvertes et à distance et de CLOM, cours en ligne ouverts et massifs. Nous apportons de l'accompagnement, nous essayons d'éclairer le ministère sur les différents modèles existants parce qu'on a eu à accompagner et à évaluer certaines expériences dans d'autres pays. La mission va identifier au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny des locaux susceptibles d'accueillir le centre d'ingénierie pédagogique pour la numérisation des supports et l'enregistrement vidéo des cours. La conférence internationale sur la certification des produits agricoles s'est tenue du 16 au 18 septembre dernier à Yamoussoukro. 4 mois après, les participants à cette rencontre se sont retrouvés aujourd'hui au plateau. L'objectif étant de présenter les principales conclusions et les recommandations, tout en insistant sur la nécessité de redynamiser le processus de certification en vue d'une agriculture durable en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gbangbo, Francis Boifo. La majorité des standards en matière de certification étant le fait d'initiatives privées,
Il est attendu de l'État une meilleure implication afin de repenser la stratégie de développement des filières agricoles. L'État devra notamment prendre en compte la certification des produits agricoles dans les stratégies nationales d'exportation. Nous n'avons plus le choix, la plus grande partie des produits sont soumis à des restrictions, à des réglementations européennes. Donc nous sommes obligés d'aller vers la certification. La conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2014 encourage les initiatives privées déjà en cours tout en s'assurant de leur impact sur l'ensemble de la chaîne de production. Pour quelqu'un comme moi qui travaille pour une ONG qui est au service des plus vulnérables, notre action va naturellement se porter au service de ces derniers-là pour faire en sorte que l'on trouve des mécanismes durables pour rendre leur activité prospère. Les producteurs doivent désormais intégrer les coûts de la certification dans leur budget. Quant aux exportateurs, il leur est conseillé d'établir des contrats et engagements écrits sur la qualité et la quantité du produit exigé. C'est que l'État veut redynamiser le secteur agricole. Les pays producteurs sont obligés de prendre des dispositions pour se conformer à ces normes-là. C'est en cela que l'État de Côte d'Ivoire va appuyer toutes les initiatives qui concourent donc à l'amélioration de la qualité de ce produit et au respect des normes internationales. Les résultats de cette conférence ont été consignés dans un document et remis aux autorités ivoiriennes. Celles-ci réitèrent leur engagement à doter la Côte d'Ivoire d'un secteur agricole durable et compétitif. On s'intéresse maintenant au Centre national ovin, CNO de Béoumi. Il a été créé en 1997. Ce centre est aujourd'hui à l'abandon et il faut plus de 500 millions de francs CFA pour le réhabiliter. Francis Boifo, éclairage. CNO, Centre national ovin de Béoumi. Il a été créé en 1997 pour développer l'élevage des ovins. Voici ce qu'il devient après des crises en Côte d'Ivoire. Ce qui faisait autrefois la fierté nationale et servait de production géniteur améliorée, possession aux éleveurs, d'expérimentation des systèmes d'élevage d'ovins et qu'après n'existe plus que de nom. On l'avait nommé ce centre l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. On se demandait si, par exemple, ceux que nous avons installés ou bien ceux qui sont dans les autres pays, s'ils ont un problème qu'ils viennent demander, il fallait qu'on soit en mesure de répondre. Et cela a été acquis. Situé sur 500 hectares, le CNO était un outil d'aide à la création de fermes d'élevage d'ovins pour les jeunes, surtout les meilleurs bacheliers. Après la formation, on nous installait avec 100 brebis et 100 antennaises. Il y a eu des crises et finalement mes moutons ont été volés. C'est un cri de cœur que je lance à l'État de Côte d'Ivoire pour réinstaller les jeunes qui avaient fait la formation. Le coordonnateur du projet de gestion intégrée des ranches et stations Progir appelle également à l'aide. Il faudrait que toutes les institutions, par exemple par l'État, les bailleurs de fonds, puissent avoir un regard sur ce centre national ovin de Béoumi qui va permettre de développer l'élevage en Côte d'Ivoire, qui va permettre à tous les professionnels de pouvoir se perfectionner. Pour réhabiliter le centre national ovin de Béoumi, nous avons besoin de plus de 500 millions de francs CFA. En attendant, les herbes et arbustes continuent de pousser. Le matériel technique abandonné se rouille davantage quand les bâtiments subissent l'usure du temps. On en vient à l'Assemblée générale extraordinaire du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu ce mardi à Treichville. Le nouveau directeur général de l'organisation, le nouveau PCA de la mutuelle, président du conseil d'administration, ainsi que les nouvelles dispositions pour mettre fin au désordre dans le secteur ont été présentées aux délégués régionaux et départementaux. Herman Niamien. 3 points à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Présentation du nouveau directeur général du Haut Conseil en la personne de Ibrahim Diaby et du président du conseil d'administration de la mutuelle des transporteurs, Mamadou Diaby, dit Diaby Rouge, absent à cette cérémonie, et une information relative à la mise en circulation d'un billet unique pour tous les transporteurs.
Selon le président du Haut Conseil, cette décision, résultat de la rencontre de Yamoussoukro en décembre dernier, vise à donner un visage plus reluisant au secteur du transport. On va essayer d'envoyer le dossier auprès du ministre de tutelle pour lui montrer ce que les délégués ont approuvé. Donc c'est le ministre maintenant qui va nous accompagner où il doit nous accompagner pour qu'on puisse aller. Le nouveau directeur général choisi par élection pour son expérience et sa connaissance du secteur du transport se dit prêt à relever tous les défis qui l'attendent. À sa présentation à cette cérémonie, tous les délégués lui ont exprimé leur approbation. Les priorités aujourd'hui des acteurs du secteur du transport, d'abord il s'agira pour nous de travailler sur la question du renouvellement du parc auto, bien entendu en collaboration avec le ministère des Transports. Il s'agira toujours en collaboration avec le ministère des Transports, donc le gouvernement, de faire en sorte que la question de l'accès à la profession devienne une réalité. Il s'agira aussi, bien entendu, de voir et de régler la question de la formation des acteurs que nous sommes, la question de la sécurité routière, la question de la révision ou de l'application des textes communautaires qui régissent le transport sur l'espace communautaire UEMOA et CEDEAO. Un autre défi que devra relever le directeur général du Haut Conseil, mettre fin au phénomène des Nyambro qui sème le désordre dans le secteur du transport. Et le ticket unique pour les transporteurs mis en place par le Haut Conseil devra l'aider dans cette ambition. À l'étranger, fermé depuis près de 4 mois pour cause d'Ebola, les écoles ont rouvert leurs portes en Guinée hier lundi. Une reprise marquée par une présence peu massive d'élèves et de professeurs. Cette rentrée suscitée par les autorités guinéennes concerne 2,5 millions d'élèves du primaire, du secondaire et de l'université. Après 4 mois de retard, c'est la rentrée des classes en Guinée. L'onde de choc du virus Ebola qui a frappé de plein fouet ce pays. L'annonce a été faite le 14 janvier dernier par Ibrahima Kourouma, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, puis confirmée le lendemain en Conseil des ministres. Afin de rassurer la population, le gouvernement a également annoncé pour cette rentrée la mise à disposition de tous les établissements scolaires de kits sanitaires, notamment du chlore, de thermomètres, de savon et d'équipes de surveillance pour déceler d'éventuels cas de fièvre. Et pourtant, les salles restent vides. Au début, il n'y a pas d'affluence parce que les gens ont la psychose de cette maladie-là, de cette maladie maudite. Et pour aujourd'hui, ça a commencé très morose au début, mais au fur et à mesure que nous avançons en heure, eh bien, l'affluence grandit. Ibrahim Abba, le principal du collège de Ratoma, lui, pense que l'absence d'élèves dans les salles des classes est liée à la difficile situation financière des familles. Nous sommes censés un peu comprendre le comportement des gens. Et surtout que pour beaucoup encore, c'est au milieu du mois. Ça ne va pas dans beaucoup de familles. Là, nous comprenons la réaction des gens. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas venir à l'école. Parce qu'après combien de mois, on était censé être dans les écoles pour suivre les cours. Cette rentrée des classes impromptue concerne quelques 2,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire. Une rentrée que l'État guinéen tient à sauver, même si beaucoup estimaient qu'il valait mieux déclarer l'année en cours année académique blanche. C'est un commentaire signé Hamza Diaby. En République démocratique du Congo, au moins 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tués hier à Kinshasa lors de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Plusieurs pillages ont également été commis. Sylvie Touré. À Kinshasa, la rue ne décolère pas. Des centaines de personnes y sont descendues à l'appel d'un collectif de partis d'opposition. À l'origine de cette colère, le projet de loi électorale en cours d'examen par le Parlement. Nous voulons dire carrément à ceux qui nous dirigent déjà par défi qu'ils doivent retirer cette loi. Et dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat de Joseph Kabila, les élections doivent être convoquées. À défaut de ne pas le faire, le peuple va se prendre en charge. Le projet de loi controversé lie la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives censées avoir lieu en 2016. Ce qui pourrait entraîner un report de ces scrutins. L'opposition y voit une volonté du président Kabila, à la tête du pays depuis 2001, de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Les manifestations ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre, bilan au moins 4 morts et une dizaine de blessés.
La police a été instruite d'appliquer la loi congolaise, tout simplement. On peut manifester partout, à condition de le faire, bien sûr, en coordination avec l'autorité municipale et la police, mais même avec cette coordination, il est interdit en droit congolais de manifester dans les zones que l'on appelle les zones neutralisées. C'est le palais du président, c'est l'hôtel du gouvernement, c'est le siège du Parlement. Les manifestations se sont poursuivies ce mardi à Kinshasa. Une mairie a été incendiée dans le sud. À Lumumbashi, deuxième ville du pays, un fort déploiement militaire et policier semble y avoir dissuadé toute velléité de manifester. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'arrivée du président Alassane Ouattara à Marrakech pour une visite officielle de 2 jours au Maroc. Une cérémonie d'accueil officiel présidée par le roi Mohamed VI a été organisée en l'honneur de l'hôte du Maroc sur la place du Méchoir au Palais Royal. Accompagné de son épouse, le chef de l'État ivoirien a notamment été salué par les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'armée et les ambassadeurs accrédités au Maroc. La correspondance de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolé. Comme prévu ce mardi 20 janvier 2015, c'est aux environs de 15h temps universel que le président Alassane Ouattara est arrivé au Maroc pour y entamer sa visite officielle. À sa descente d'avion, le président de la République de Côte d'Ivoire avec son épouse a été accueilli par le couple royal marocain. Après une courte pause au nouveau salon royal de l'aéroport international Marrakech-Ménara, où le président Alassane Ouattara est la première personnalité à y avoir accès, le chef de l'État a salué les membres de la communauté ivoirienne avant de se rendre au palais royal de Marrakech. Là, c'est d'abord les honneurs militaires rendus au chef de l'État au rythme de la biganaise et l'hymne du Royaume du Maroc. Accompagné de son épouse et la famille royale, le président Alassane Ouattara va ensuite saluer toutes les personnalités présentes sur l'esplanade du Palais Royal, notamment le corps diplomatique africain près le Royaume du Maroc, avant d'être reçu avec toute sa délégation dans la salle préparée pour la signature d'accords bilatéraux institutionnels. Parmi ces accords, au nombre de 16 au total, celui relatif à la coopération en matière de sécurité devant la partie marocaine pour représenter la partie ivoirienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances Niali Kaba, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida Raymond Goudou Kofi, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly et Madame Viviane Zunon-Kipré, présidente de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Des accords signés sous les regards du roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara qui, après cette séance, a regagné sa résidence, mettant ainsi fin à cette première étape de sa visite. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Dans un instant, retrouvez Soir de Cannes. Moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.